Bonjour et bienvenue au Théâtre du Nord pour cette rencontre exceptionnelle avec Thomas N'Gijol et qui sera animée par Pierre Langlais, journaliste de Télérama. Alors Thomas N'Gijol, c'est quand même une personnalité un peu exceptionnelle aux multiples facettes qui a commencé dans le stand-up dans les années 2000 et notamment avec le Comedy Club de Jamel Debbouze et qui nous a quand même fait beaucoup rire et qui nous a fait découvrir un registre dramatique d'une profondeur absolument incroyable. Et il s'est imposé comme une figure incontournable du cinéma devant et derrière la caméra, avec notamment les succès populaires comme Casse Départ, oui, Fast Life ou encore Black Snake. Mais très clairement, il y a quand même un tournant dans la carrière de Thomas. C'est l'année 2025, l'année qui vient de s'écouler, avec le film qu'il signe, Indomptable, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs et qui a très clairement été quand même, moi je l'ai ressenti comme un choc avec cette profondeur impressionnante du personnage qu'il incarne. C'était vraiment une puissance dramatique extrêmement forte et en même temps, on l'accueillait ici dans Empathie. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Qui a vu Empathie ici ? Ah ouais, c'est quand même pas mal. Alors pour les autres, il faut regarder Empathie. Ah non mais vraiment, il faut vraiment, tu vas le dire après, vraiment, qui était prix du public à Sérimania l'an dernier, où vraiment avec Florence Lompré qui à la fois signe la série et joue dedans, ils sont un duo absolument formidable. Donc je vous envie d'avoir encore à découvrir Empathie. Et du coup, et qui était le prix du public, j'essaye de ne pas oublier tout ce que j'ai à vous dire. Et cette année, du coup, on a décidé de l'appeler comme jury du panorama international, où là, il juge les séries, notamment étrangères, que nous lui présentons. Cette masterclass, il va revenir avec vous sur son parcours d'acteur, de réalisateur. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Thomas N'Gijol. Bonjour à tous. Alors jurer, Ouais. c'est bien de juger les gens un petit peu. Ça fait quoi de juger le travail des autres quand on est soi-même un artiste? Ouais, après tant d'années à avoir été jugé moi-même. Non, mais écoute, c'est une belle expérience. C'est un truc assez chouette parce que ça m'ouvre déjà à d'autres genres, à des artistes, à des auteurs, des réalisateurs de contrées plus lointaines que la nôtre. Et puis surtout, je suis avec un jury aussi qui est super intéressant, des gens qui n'ont pas mon parcours justement, qui ont d'autres cursus, qui ont d'autres cultures. Donc c'est vraiment ultra intéressant et c'est gagnant-gagnant. Donc je suis très heureux d'être dans ce jury Panorama. On peut évidemment pas rentrer dans le détail parce que on connaît pas encore les séries que vous allez récompenser. Mais est-ce que ça fait réfléchir? Est-ce que ça donne des idées? Est-ce que sortir comme ça parce qu'on est tous fans plus ou moins de tel ou tel genre, est-ce que voir des choses atypiques, c'est l'intérêt des festivals aussi, on se dit tiens, c'est pas con ça, peut-être que je pourrais en faire quelque chose? Alors non, je regarde pas trop les choses. Là, je suis en spectateur en fait. Je suis vraiment limite vacancier quoi, dans le sens où j'ai pas envie enfin pas envie, mais je viens pas avec l'idée d'en tirer quelque chose parce que justement ça m'enlèverait peut-être du plaisir. Donc je les regarde vraiment en consommateur, en spectateur. Et c'est ça qui est chouette parce que justement, même si j'ai des genres que je préfère, que je plébiscite un peu plus dans ma vie privée, là je suis vraiment face à des choses que j'aurais jamais imaginé regarder et qui justement fait là d'où sort tout l'intérêt d'être dans le jury, quoi. On dit souvent que les séries c'est l'art du compromis. Ouais. On écrit rarement une série tout seul.
souvent un travail d'équipe. Ouais. Un jury aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, a priori, quelqu'un qui aime les séries et qui a travaillé sur des séries, il doit être bon en compromis. Bah ouais. Non, mais surtout que, enfin, moi j'aime bien le côté collectif. En plus, c'est assez dur de juger de l'art de quelqu'un. En fait, moi personnellement, sur tous mes travaux, j'ai pas beaucoup lu de critiques. J'aime pas trop ça en fait, parce que bah, il y en a qui sont objectifs, hein, bien évidemment, mais il y a des fois où en fait on sent que le journaliste, la journaliste, je sais pas, se paye un peu notre tête en fait, où on se dit bon, à la base, je pense qu'elle pouvait pas me saquer, elle a une espèce de lecture qui lui appartient à elle de mon travail, et donc du coup ça fausse tout. Donc à un moment on s'éloigne de tout ça. Donc moi en tant qu'artiste, j'ai pas envie de regarder la série, d'avoir un regard. Non, je sais pas, j'y vais avec beaucoup de bienveillance, et après à la fin on essaye d'être le plus juste possible, mais c'est plus on va dire, les choses qui me touchent pas, je les mets plus de côté. Je vais pas tellement essayer de les juger. Je me dis, je suis passé à côté, ça me parle pas. Mais par contre, celles que j'ai aimées, bah, je veux vraiment, voilà, essayer de les mettre en avant. Alors, on va remonter votre CV et je vais vraiment partir de la première ligne du CV. La Ça dit première ligne. animateur. Ouais. Et alors, animateur, c'est déjà un peu comédien, non? C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un peu de ça parce Faut que. divertir, en tout cas. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé un peu un animateur dans mon quartier d'enfance où excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'est mouché. J'essaie d'être un peu profond et il y a des bruits qui déconnectent complètement de la profondeur de mon propos, mais c'est pas grave. Voilà, on va quand même reprendre. Non, ouais, j'ai commencé donc en animateur dans mon quartier d'enfance et c'était riche en plein de choses. C'était un passage un peu obligé quand on grandit en plus enfin en tout cas dans mon quartier, quand tu es animateur, il y a une sorte de responsabilité parce que tu es en charge des petits du quartier. Et c'est vrai que c'est là où tu jauges un peu ta cote, on va dire. Est-ce qu'on t'aime bien? Est-ce qu'on tu vois, ils vont te marcher dessus? Et moi, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais je dois avouer que c'est quand je suis passé éducateur que là, j'ai compris égoïstement. En plus, je commençais à faire de plus en plus de théâtre, mais j'étais éducateur après dans une école. Là, c'était encore autre chose. Et là, quand j'étais éducateur, vraiment, je me suis beaucoup inspiré. J'étais dans une école primaire, je me suis beaucoup inspiré des enfants quand j'ai commencé à faire mes premiers spectacles et tout. Comment ça inspire, alors? Bah, en fait, ils sont trop purs, en fait. Ils sont sincères. Quand ils ont mal, ils ont mal. Quand ils rient, ils rient. Quand ils pleurent. Quand ils sont fâchés, ils sont fâchés. Et c'est vrai que je ne regarde pas trop mon travail, mais je suis sûr que si je regarde mon premier spectacle à bloc, il y a plein d'expressions, en fait, pas dire enfantines, mais où je reviens à un truc un peu burlesque, mais qui touche un peu à l'enfance. Et je sais que les enfants, j'avais souvent pas dire des visages, mais j'avais un peu des choses d'eux quand j'écrivais, parce que j'ai vu des situations qui m'ont touché, en fait, dans tous les sens du terme. Ce qui est paradoxal, c'est qu'a priori, un enfant, ça ne joue pas, quoi. Non. C'est sincère. Or Ben que oui. vous, votre job, c'est de faire l'inverse, non? C'est de jouer. Ouais, mais c'est que intéressant quand on est sincère, en fait. C'est que nous, en fait, en tant qu'adultes, on est déformés, on cache tout, en fait. Je sais pas, quand on prend les transports en commun, personne laisse transparaître son mal-être ou sa joie ou quoi au caisse. On est là, on est poker face, on avance. Mais les enfants, on le voit très vite. Un enfant joyeux, il peut se mettre à chanter tout seul dans la rue. Et un enfant triste, on le voit très vite. Enfin, les enfants, c'est ce qu'on appelle l'enfance d'ailleurs. Donc, ouais, notre métier, c'est les acteurs, les actrices qui nous touchent, c'est ceux qui réussissent à retranscrire ces effets-là dans leurs différents projets, quoi. Alors justement, vous, quand vous étiez enfant, comédien, c'est un truc auquel vous pensiez ou c'est venu plus tard? Non, j'y pensais pas vraiment. Non, c'était vraiment loin de moi, quoi. Sincèrement, en fait, je pensais même pas à grand-chose, pour dire vrai. J'étais le dernier, moi, longtemps. J'ai 3 grands frères. Après, j'ai une sœur qui est arrivée, mais j'ai longtemps vécu avec mes 3 grands frères. J'étais le dernier, donc j'étais un peu chouchouté, en fait. Donc, j'étais dans les nuages, en fait. Et puis surtout, mon truc, c'était d'exister, quoi. J'avais quand même 3 grands frères qui avaient tous chacun leur caractère, qui était très fort.
Moi, j'étais observateur en fait. J'étais observateur de tout ça. J'étais très introverti. Je parlais pas beaucoup. Je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi. Donc, j'étais pas dans ces. Je consommais des choses à la télé. Je sais que voilà, mais j'étais pas forcément dans un rêve de comédien, non. Vous avez parlé de théâtre, et puis évidemment, on va parler de stand-up. C'est arrivé quand, ça? Et dans quel ordre? Bah, en fait, j'ai fait du théâtre. Je fais un peu d'impro et du théâtre. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à m'emmerder au cours de théâtre, parce que je racontais des choses qui me parlaient pas, en fait. Et au même moment, je trouvais que ma vie de famille, ma vie de quartier, ma vie avec mes amis, j'étais un peu en lévitation à un moment de ma vie et je trouvais qu'elle était passionnante. Ça m'éclatait en fait. Et je me dis pourquoi je raconte des textes qui ne me parlent à aucun endroit, alors que ce matin, papa il m'a dit un truc qui était complètement hors de propos. Quand tu es sorti, tu as croisé telle personne au quartier que tu as raconté des choses qui n'avaient aucun sens. Enfin, il y avait tout un tas de choses. Je dis, mais raconte en fait ce qui te touche, parce que pour de vrai, j'ai eu la chance d'avoir une enfance assez heureuse, avec son lot de difficultés, comme tout le monde, mais j'ai quand même, je rentrerai jamais dans le discours du misérabilisme, même si j'ai grandi en banlieue parisienne et tout un tas de choses compliquées s'y passent. Mais j'ai quand même été protégé, quoi. J'avais, comme je vous dis, 3 grands frères. J'étais pas un enfant à problème, comme on dit. Donc finalement, je m'en suis bien sorti. Et c'est vrai que j'ai regardé mon univers familial et de quartier, et je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à raconter autour de ça. Une bonne partie du public vous connaît grâce au Jamel Comedy Club, qui a été un tremplin, littéralement. Oui. Donc on va parler un peu de stand-up, et on va commencer par, je crois, un extrait. On ne peut pas faire plus ancien du Jamel Comedy Club. Oh la on vache. va regarder un extrait. Allez. C'était il y a 20 ans. Alors c'est marrant en plus, parce que ça colle avec l'actu. Hein. Là, on vient d'avoir les Jeux Olympiques d'hiver. Quelle violence. Waouh. Je suis entre touché et un peu gêné. Mais je suis... Bon, il faut bien commencer. Hein. Non, mais après, c'est marrant parce que je vois que je stresse en plus un peu. Et ça va, je m'en sors pas si mal. Hein. J'ai pas pris trop de bide entre-temps. Mes joues, elles sont... J'ai pas été déformé par l'alcool ou quoi. Mais non, écoutez... Non, mais c'est une époque, hein, c'est marrant. C'est une époque où il fallait être en rupture, j'ai l'impression. Il fallait essayer, quitte à être un chouille, des fois un peu maladroit et un peu caricatural, de marquer notre époque, marquer une empreinte, dire qu'on était là, quoi. Parce que c'est vrai que quand même, malgré tout, c'était une époque où, avant l'arrivée du Jamel Comedy Club, médiatiquement, en termes de diversité, c'était pas la folie. Il y a eu malheureusement les émeutes de 2006 qui ont un peu... En 2006. Ouais, 2006 bah là, c'est ouais, ça, ouais. c'est que juste avant, il y avait quand même notre président d'époque, c'était Sarkozy, je crois, 2006. Le piège. Ouais, je crois. C'est possible, ouais. Ouais. Chirac. C'était encore Chirac. Chirac, hein. il était Ouais, c'est encore- encore Chirac. Qu'est-ce qu'il est bon celui-là, paix à son âme. Paix à son âme. Non, mais c'est vrai oui, il y avait eu un coup de gueule un petit peu dans le sens, les gars, médiatiquement, bouger les choses, parce qu'effectivement, les émeutes aussi, c'était une sorte de ras-le-bol de plein de choses. Donc, il y a eu la création de cette émission-là, et il y a eu tous ces talents qui sont arrivés. Et c'est vrai qu'avant ça, j'ai pas commencé le métier avec le Jamel Comedy Club. Moi, j'étais déjà sur le terrain 2 ans avant, au même titre que Fabrice Eboué, que d'autres. Mais c'est vrai qu'on ne trouvait pas de producteur, quoi. Il n'y avait pas de producteur, on ne s'intéressait pas, on disait oui, ce que vous racontez, peut-être que, tout ça. Donc c'est vrai que quand Jamel a eu l'idée de faire ce concept, et ben, on y est allé avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, peut-être des fois de façon maladroite, peu importe, mais on était quand même content d'être dans un lieu un peu bienveillant. On avait cette sécurité de s'exprimer avec voilà, nos qualités, nos défauts, mais c'est important. C'est un peu de façon brutale. Pour certains, je peux comprendre, mais avec du recul, c'est un passage obligé et c'est un passage dont on est extrêmement tous fiers. En tout cas, moi, je le suis. On m'a signalé d'ailleurs qu'il y avait une saison pour le 20e anniversaire qui arrivait du Jamel Comedy Club. On m'a dit, voilà. Vous n'êtes Écoute, pas invité? tu me le signales aussi. Tu me le signales. Bah, après, non, je n'étais pas forcément au courant, mais en même temps, enfin, si, je crois que j'étais au courant. Le mais- but, c'est de faire découvrir de nouvelles têtes. Ouais, et puis aussi, le but dans la vie, c'est d'avancer aussi. Parce que
Au même titre que j'ai grandi et j'adore Maison-Alfort, j'habite plus à Maison-Alfort. Et que ressasser, à un moment donné, là, c'est comme quand on va en colonie de vacances, quoi. On a tous été en colonie, on a rencontré des gens et on se dit waouh, c'est à la vie, quoi. Et en septembre, on les voit plus. En septembre, on les voit plus. Et puis de temps en temps, enfin à l'époque, en plus, on s'écrivait. Donc c'était voilà. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore ce système-là, mais bon, il y a un moment où j'avance. C'était mon plaisir, en fait, c'est de revoir un peu ces images, de recroiser les gens avec qui j'ai travaillé à cette époque-là dans la vie de tous les jours ou pas. Mais c'est pas de ressasser parce qu'en fait, sinon, je sais pas, l'histoire, elle est forcée en fait. Comment est-ce que le stand-up forme un comédien? Alors même si vous n'avez pas commencé direct sur le stand-up, qu'est-ce que cet exercice-là vous a apporté qui peut-être aujourd'hui vous sert encore quand vous êtes face à la caméra? Bah déjà, le départ de tout, le point commun, c'est l'écriture en fait. Parce que avant même de faire du stand-up, moi j'écrivais, même si je ne savais pas pourquoi j'écrivais. Et c'est ça que je trouvais beau, enfin que je trouve beau aujourd'hui avec du recul, c'est que depuis la primaire, j'ai commencé à écrire des histoires. Je me rappelle que la toute première histoire, c'est parce que je m'étais fait virer de l'école de façon très courte, pas virer définitivement, mais je ne sais plus ce que j'avais fait. On m'a viré 2 jours. Et j'étais tellement en colère parce que j'étais pour moi victime d'une injustice que j'avais écrit à la place d'une rédaction un espèce de pamphlet en racontant l'histoire. En fait, j'avais fictionné un jour, j'avais changé tous les noms, sauf que je parlais de moi, je parlais de la maîtresse, je parlais du directeur. J'ai eu 0. Et à une rédaction, je ne me rappelle plus, mais j'étais content de le faire. J'étais trop fier et j'étais même déçu que la prof ne comprenne pas. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'était un peu tout est bien qui finit bien. Mais elle a été premier degré, elle a dit c'est pas le sujet, 0. Bon, peu importe. Et je sais qu'à l'époque, j'ai commencé à écrire. Donc le lien, déjà, c'est l'écriture, parce que je reste auteur de beaucoup de choses que je fais. Et bien sûr, après, il y a le jeu. Le jeu, alors là, dans ce passage-là, c'est un court passage, il n'y a pas vraiment de jeu. Enfin, il n'y a pas la place de trop s'étendre, mais dans les spectacles, c'est ce que je préfère, quoi. C'est le temps de jouer. Et puis, c'est surtout l'instant, en fait. C'est toujours là. C'est con, mais c'est la sincérité, en fait. C'est la sincérité, c'est-à-dire que dans le jeu de comédien, comme sur scène, quand il y a quelqu'un qui mange un bonbon là-bas, donc je vais attendre qu'il le mange. Parce que les bruits de Kit Kat, c'est vraiment, ça m'attaque les nerfs. Donc mange ton M&M's ou ton Kit Kat et voilà. Il n'y a pas de souci. Et excusez-moi, c'est vrai que plus je vieillis, plus j'ai des... Voilà, quoi, c'est... Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est la sincérité de la scène, d'être dans l'instant, en fait. Parce que moi, par exemple, je fais de la scène 1 fois par mois, toujours. Je monte sur scène, mais j'écris rien. J'ai juste quelque chose, quelques sujets ou autres en tête, des situations, et j'y vais. Et puis ça fait ça. Des fois, je me sens très bien, c'est super, et des fois, c'est pas très bien, mais on s'en fout. Parce que quand je suis dans l'instant, eh ben, il se passe des choses magiques. Et je pense que quand on joue, série, cinéma, ce que vous voulez, c'est la même chose. Puisque vous commencez par l'écriture, parlons de l'écriture. C'est pas facile, j'imagine, mais est-ce que vous pouvez nous essayer de saisir et de nous raconter comment ça se passe dans votre tête quand vous écrivez? Alors moi, j'écris en marchant déjà. J'écris en marchant. Dans la rue ou dans le salon? J'habite dans un endroit où en fait, j'ai de l'espace. Le fameux 3 km cuisine-salon, c'est ça? Ouais, il y a quand même... Non, mais j'ai de l'espace, j'ai quand même travaillé pour me... Voilà, le tour est un peu rond. Mais non, j'aime beaucoup travailler en marchant, en fait. Et puis j'ai des chiens, et je passe beaucoup de temps à les promener, et c'est là où, en fait, j'écris... En fait, mon processus, on va dire, d'écriture, il vient très tard à la fin. Je ne suis pas quelqu'un qui allume un ordinateur et qui écrit. Je me promène, je marche, mon cerveau il cogite. Vous faites des mémos vocaux ou... J'en faisais beaucoup avant, ouais. Et maintenant j'en fais moins. Et vous écrivez? J'écris des mots-clés. En fait, sur les spectacles, par exemple, mes spectacles, surtout les 2 derniers, j'écris des mots-clés, je répète, je joue en fait ma partition sur scène, et à la fin, ça finit sur des phrases identiques de soir en soir, et c'est là où j'écris.
Et quand vous écrivez en marchant, c'est silencieux, parce que j'y pense, parce qu'hier on a fait la masterclass de Steven Moffat, Ouais. et lui il parle à voix haute, mais des fois il est dans des lieux publics, donc Ouais, les gens ouais. le regardent bizarrement quand même. Non, ça, je le fais pas. Non, non. Non, à un moment, on va croire que je suis possédé. C'est ce qui lui arrive, ouais. S'il peut se permettre ça, moi, j'évite d'être gêné quand même. Mais ceci dit, je peux le faire si je suis en pleine nuit, parce que je promène mes chiens tard des fois la nuit. Et la nuit, c'est pas tous les soirs où je promène mes chiens que je travaille, mais si la nuit il y a des choses qui me parlent, et je travaille aussi beaucoup sous la douche. Ouais, sous la douche, je parle beaucoup en fait. Ça là, par contre, mais après, les membres de ma famille me connaissent. Enfin, maintenant, il n'y a plus que ma femme qui me voit nu sous la douche, parce que les enfants ont quand même grandi, donc il faut arrêter les conneries. Donc, elle sait que je parle sous la douche. Voilà. Donc, je parle un petit peu. Voilà. Mais j'aime bien. Voilà, l'écriture, elle vient à la fin. J'ai besoin d'être. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand enfin, c'est pour moi, chacun a sa méthode. Mais si j'écris, je me ferme. Alors que comme mon esprit, et surtout sur scène, et même, même les dialogues, on va dire, comme mon esprit n'est pas contrarié, en fait, je vais dire tout un tas de choses que si je commence à écrire, je m'arrêtais à la virgule. Ah, mais non, il ne va pas dire te, il va dire vous. Enfin, je m'arrête à des détails qui me font perdre un temps fou et qui n'ont pas de sens. Alors que quand je suis libre, je pars. Et après, quand je pars, et la chanson, j'utilise souvent ce terme-là, la chanson, c'est comme si c'était un rythme, en fait. Et le rythme, après, je l'écris à la toute fin et c'est tranquille. Il y avait une série que peu de monde a regardée qui s'appelait I'm Dying Up Here, qui était une série américaine sur le stand-up aux États-Unis dans les années 70. Mais c'est le titre de cette série, moi, qui m'intéresse, qui est une série qui racontait comment les stand-uppers, en fait, étaient des gens souvent hyper mal et qui allaient, par le rire, exorciser quelque chose sur scène. Est-ce que l'encre de votre humour, à vous aussi, elle est sombre et les idées qui vous viennent dans la tête sont parfois sombres et vous en tirez du rire? Ou est-ce que vous avez des idées hyper joyeuses tout le temps et du coup, c'est rigolo? Il y a peut-être un peu des deux. Il y a un peu des deux. Moi, après, le truc du comique sombre et tout, névrosé, il y a toujours un truc, évidemment, ça, si on fait ce métier, c'est pas pour rien, c'est qu'on va aussi chercher quelque chose, une sorte de compensation affective, peut-être qu'on n'a pas dans la vie ou autre. On va pas faire croire qu'on n'aime pas ne pas être aimé ou être vu. Mais en même temps, évidemment qu'il y a de la douleur dans le rire, ça c'est sûr, mais moi, par exemple, je parlais que de moi. Moi, par exemple, le dernier spectacle que j'ai fait, j'ai dit je veux que les gens ils sortent heureux, en fait. Pourquoi je veux que les gens ils sortent heureux? Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une famille et parce que je considère que j'ai pas envie de donner la rage ou la haine à des gens qui viennent à mon spectacle en disant le monde c'est de la merde. Bonne soirée, à bientôt. J'ai pas envie de ça, en fait. Donc je me dis, on peut passer par plein de chemins, on peut passer par plein de choses, je peux jouer plein de choses, je peux dire plein de choses, mais à la fin de la fin, j'ai envie que les gens ils sortent heureux, je veux qu'ils sortent bien. Donc le truc d'être un peu sombre et d'être enfin ce truc un peu cynique en fait, moi ça me gonfle en fait. Sincèrement le cynisme, d'être un peu à distance de tout et d'être un peu... Enfin le monde il est violent en fait. Donc est-ce qu'on a besoin d'entrer dans une salle de spectacle et de voir quelqu'un de sombre déverser un espèce de pu de haine ou de, je sais pas de haine, pas de la haine mais un pu de noirceur, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. On va parler plus spécifiquement de séries et on va commencer par, pour vous, la première d'entre elles. On va regarder l'extrait numéro 2. Ah là là, quelle époque. Ouais, c'est... Donc Inside Jamel Comedy Club. C'est ça. J'allais dire, malheureusement, il y a pas mal de gens qui sont passés à côté, en tout cas de ma génération. On oublie parfois cette série. Alors, il n'y a eu qu'une saison, mais qui était quand même assez précurseur en France. Ouais. On était dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le mockumentaire ou le terme tant popularisé par The Office. Pouvez-nous parler un peu de comment est née cette idée-là et quelle était l'intention? Alors, le départ de ça, c'est qu'on était vraiment en tournée pour le coup. Il y avait Blanche qui avait fait un sketch pour Comédie, où elle était un peu dans les loges de notre tournée. Un jour, elle faisait une émission qui s'appelait Ligne Blanche, c'est ça, sur Comédie. Et elle a fait un sketch sur elle qui galérait à trouver sa place en loge, tout ça. De là est née l'idée de la série. Elle a commencé à écrire avec Fabrice Eboué. Après, je les ai rejoints, je ne sais plus, sur les derniers épisodes, j'ai écrit avec eux.
Et puis voilà, quoi, le truc est né avec une espèce d'énergie, de spontanéité, parce on enregistrait vraiment en tournée. Évidemment, pas toujours dans les conditions de spectacle, mais ça montrait un espèce enfin, les coulisses du one man, d'une troupe qui n'est pas vraiment une troupe, le côté un peu showbiz. Là, justement, c'est quand même drôle d'être. En fait, c'est ça qui est drôle. C'était des années, je ne sais plus quel âge j'avais à cette époque-là. Et c'est vrai qu'on commençait à découvrir la célébrité, si on peut dire. Donc en fait, beaucoup de gens, ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon en voyant ça. Donc c'était un peu limite pour Canal+, parce que c'était avec eux qu'on parlait ou qui avait été le premier diffuseur. C'était limite malaisant. Ils se disaient, mais il ne joue pas en fait. Enfin, je sais pas, on n'a pas envie de voir si M. Ndijal est un pervers. Est-ce qu'on a besoin de voir ça en près? Et en fait, on était un peu alignés, le moment et tout. Donc j'avoue que moi, dans la rue, j'ai quand même eu quelques réflexions bizarres de personnes, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc ils ont dit, vous êtes un pauvre type, en fait, tu vois. Non, j'ai dit non, ah ouais, ok, le temps que je tease, vous avez vu avec d'autres comiques? Oui, oui, je dis ok, d'accord, mais j'avais pas le temps de me justifier. Mais vraiment, ça m'est arrivé une fois ou deux où des gens m'ont interpellé dans la rue de façon un peu, voilà, ils voulaient comprendre. Donc ouais, c'est vrai que c'était précurseur, pardon, mais on s'est surtout énormément amusé sur ça. Aujourd'hui, c'est vrai quand je tombe des fois sur des extraits, parce qu'il y a beaucoup d'extraits dans les réseaux, ça me fait sourire. Justement, ce jeu sur sa personnalité, qui fait partie du stand-up aussi, c'est-à-dire que le stand-upper, alors il y en a qui ont vraiment des personnages, sinon la plupart du temps, le jeu, c'est que le public se dise, mais il est sincère ou là, il se paye ma tête. C'est quelque chose qui vous plaît, ça? Est-ce que du coup, ça fait qu'une bonne partie des personnages que vous allez écrire, c'est des variations sur le thème de Thomas Ndijol? Alors peut-être au début, il y avait, comme vous avez pu le voir au début, il y a une espèce de posture faussement relaxe. Mais vraiment, comme je vous dis aujourd'hui, ah non, moi j'ai envie d'être moi en fait. Hein. J'ai envie d'assumer à 360 qui je suis, que je sois en colère, triste, nerveux ou ce qu'on veut. Quand je suis dans mon état pour de vrai, je pense que sur scène, je peux pas être. Enfin, je suis le meilleur de moi-même, quoi. Donc non, faire un personnage, ça enferme un peu, quoi. Donc à un moment, on est un peu prisonnier d'une chanson et tout, alors que ouais, j'ai un plaisir. Moi, je travaille avec ma femme. Qui avant ne faisait pas de mise en scène de théâtre, et c'est vrai que quand même, enfin, depuis qu'elle m'a mis en scène, en fait, à chaque fois qu'on travaille, c'est quand je suis pas moi-même, elle me le dit, elle me dit, je sais pas qui t'étais ce soir sur scène, mais je t'étais pas toi en fait. C'est assez fou, quoi, parce qu'il y a quelques fois où je sors sur scène, je dis putain, j'étais un génie. Franchement, je pense que j'étais un génie, et je la vois arriver en loge, elle me dit ça va, c'était bien, ouais, ok. Tu vois, elle n'a pas besoin de trop parler, parce qu'on n'est pas dans un truc, je dis comment ça, ok. Non, c'est vrai que c'est bien, ils ont ri, mais bon, voilà, toi, je sais pas où t'étais, quoi, tu vois. Et c'est super, parce que ça me challenge, ça me fait du bien, parce que voilà, il y a un truc où on a tendance des fois à se reposer sur nos acquis, on sait que voilà, à tel endroit, on est un peu drôle, mais c'est vrai que quand on est vrai, moi, j'adore les humoristes, justement, quand j'ai l'impression de les connaître un peu, eux, pas de le personnage qu'ils interprètent. Mais c'est là que le cinéma permet d'être tout autre chose. Oui, bah oui. Oui, quand même, le cinéma, quand je peux m'éloigner de moi, ça fait quand même du bien. Mais par contre, le truc qu'il y a, c'est ça. Il y a toujours quelque chose en lien avec les émotions, en fait, à la fin. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut à la fin, parce que le côté personnage de composition, oui, mais à un moment donné, il faut de l'émotion, quoi. Je vais pas commencer à faire un espèce de mec un peu étrange et qu'on dit oui, il est super, il a joué bossu pendant 1h30. On s'en fout, quoi. C'est ridicule. À un moment donné, c'est l'émotion qui va en sortir. C'est qu'est-ce qui se passe en fait dans ce personnage. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais le côté, le personnage où voilà, j'ai rasé ma tête, je me suis mis une moustache. Oui, bon, tu vois, c'est pas exceptionnel au final. C'est ce que tu sors des tripes. Sauf erreur de ma part, l'Inside Jamel Comedy Club, c'est votre seul scénario de série à ce jour. À ce jour. Ouais. Pourquoi ensuite être parti faire des scénarios de cinéma et des réalisations? Pourquoi pas de série créée par Thomas Ndijol pour l'instant? Pour l'instant, exactement. Parce que la série, c'est ultra chronophage. Je me suis lancé un moment dans une série et c'était pas facile.
Et comme je dis, moi je suis un peu, enfin comme vous le montrez, hein, je suis un peu autodidacte, j'apprends sur le tas, donc c'est pas toujours facile. Mais là présentement, je travaille sur ma première série qui va voir le jour quand elle verra le jour. Mais parce que c'est tellement des longs process que je ne m'aventurerai pas à dire, bon, je pense qu'à la rentrée prochaine, non, pas du tout. Mais je travaille dessus parce qu'aussi, il y a des moments de vie, il y a des maturités aussi qu'on a besoin de. Par exemple, moi, j'adore la série, mais j'aime pas les séries comiques. Je n'aime plus les séries comiques, on va dire. J'ai besoin d'être tendu, en fait, pour une série. J'ai besoin d'un rendez-vous avec de la tension. Et je me suis posé souvent la question, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'écrire une série un peu comique? Mais je dis, ouais, mais passer 2 épisodes, je crois que j'en aurais plus rien à foutre parce que, en fait, j'ai besoin qu'il y ait de la tension, j'ai besoin qu'il y ait du drame. Donc, j'écris sur une série tendue. Alors j'imagine que vous n'allez pas nous la pitcher, Non. mais en revanche, vous pouvez éventuellement nous dire vous parlez de séries tendues. C'est quoi les séries là en ce moment tendues Qui que me vous tendent. aimez bien et où vous dites ça, j'aimerais bien faire ce genre de tension-là. Ah, il y en a beaucoup, mais là, dans l'actualité de là du moment, il y a un prophète. Il y a un prophète sur Canal+, que je trouve quand même pas mal du tout. Sincèrement, c'était pas évident d'arriver après le film de Jacques Audiard. Je sais pas si des gens l'ont vu dans la salle ou la regardent, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi dans le sens où on a gardé un peu l'esprit du film, mais on s'en est totalement éloigné. C'est crédible et ça raconte une autre histoire. Et je crois, en tout cas moi je suis dedans, donc je trouve ça quand même très très cool. Après, il y a d'innombrables séries hein, là en ce moment, mais je la savoure. Justement, je l'ai découvert très en retard, Les Sopranos, pour la raison que je suis passé un peu à côté à l'époque de la sortie, et je l'ai découvert quand j'étais en tournage d'Empathie. Comme j'étais seul à Montréal, à un moment donné, il fallait bien faire des choses. Et j'ai commencé les Sopranos sous conseil de ma fille aînée. Et waouh, waouh. C'est incroyable en fait de voir des choses comme ça. Ça a été fait fin 90. 99, ouais, tout ça, ça commence toute fin 90. Et après, c'est sur les années 2000 jusqu'en 2006, si je dis pas de bêtises. Ils sont en avant. Enfin, c'est même pas qu'ils sont en avance, c'est que la série elle serait faite aujourd'hui à quelques détails près. Il n'y a rien à toucher, quoi. C'est extraordinaire. Donc, je sais plus c'était quoi là. Je me suis perdu, mais. Non, non, c'était les séries qui vous tendent comme il faut. Bah ouais, non, mais les Sopranos, c'est super. En tout cas, là, il y a tout ce que j'aime. Il y a la famille, il y a la mafia, il y a la psychologie, il y a tout. Il y a tout. Et c'est complexe, et voilà. Mais je me projette même pas hein, quand je regarde les Sopranos. Hein. Là, je suis spectateur et j'adore, mais il y a tout ce qu'il faut pour que j'ai envie de regarder la suite. Alors, vous avez regardé Les Sopranos pendant le tournage d'Empathie, ça tombe bien, on va en parler. Extrait numéro 3. Que de beaux souvenirs. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi dire derrière. Mais non, c'est super. Enfin, c'est super. C'est hier, c'est aujourd'hui, et c'est demain. Enfin, c'est quand même une série qui, j'ai l'impression, comme l'a dit Laurence avant, a marqué les esprits. Moi, quand je la faisais, je savais même pas ce que je faisais. Pas je savais ce que je faisais, mais j'estimais pas du tout. Je savais que je faisais quelque chose de bien. C'est tout ce que je me suis dit. Je sortais du tournage de mon film Indomptable. J'avais le point commun entre ces deux projets, c'est que c'est des projets que j'ai fait sans calcul. Je n'ai pas toujours agi comme ça, mais peut-être là complètement. Indomptable, j'avais besoin de le faire. J'ai dit là, on m'avait proposé quelques comédies. J'ai dit on arrête. Je vais faire là, c'est moi et moi seul qui est maître de mon destin, donc il n'y aura pas de je sais pas trop quoi. C'est moi, je fais mon film et puis on verra ce qui se passera après. Et entre temps, donc j'ai rencontré. C'est même pas j'ai rencontré Florence et Guillaume Lonergan, le réalisateur. J'ai vu leur série précédente avant, qui s'appelle Audrey est revenue. J'ai pris une petite claque, j'ai dit oula, je sais pas ce qu'ils préparent ces deux-là. Et après, ils m'ont parlé d'Empathie, mais j'ai dit quoi qu'il en soit, vu ce que je viens de voir là dans la série précédente, je crois que j'en suis. D'autant que je partirai au Cameroun et là-bas, je ferai que le comédien et je serai loin. Et puis après, quand j'ai lu effectivement les épisodes d'Empathie, j'ai trouvé ça génial. C'était plus dramatique que ce que je pensais, mais j'ai trouvé ça cool. Et puis, comme je vous disais, il y a un endroit où tu sais pas en fait. Moi, je sais que je travaille avec des gens talentueux, je sais que ça va être bien, mais c'est vrai que quand tu lis et que tu vois des ballerines qui arrivent,
est-ce qu'à ce moment-là, je suis honnête avec vous en me disant, bah, évidemment. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries à un moment donné? Il y a tout le monde qui parle normal et d'un coup, des ballerines se mettent à danser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en même temps, j'avais totale confiance en eux parce que j'ai vu déjà qui ils étaient humainement et que c'était des gens qui, entre guillemets, ne se la racontaient pas. Ils n'étaient pas dans une psychologie, ils me parlaient très normalement. Et dans la série précédente, il y avait aussi déjà un effet comme ça avec un personnage. Et je me suis dit, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas, mais je sens que c'est cool. Je sens que c'est cool. La télé française, vous proposez rien d'intéressant que vous êtes parti au Québec ou ça n'a rien à voir? Si j'avais eu un premier rôle, une proposition de premier rôle dans une grosse série, je ne dirais pas le diffuseur et je dirais pas la série. Mais non, je ne pouvais pas aller là-dedans. C'était le genre de série qu'on fait. Alors déjà financièrement, c'était super. C'était vraiment une bonne proposition. Je pense que là, j'aurais écrit des spectacles dans tout ça. Tu vois, le temps quand je marche, là, ça aurait été assez extraordinaire. Là, vraiment, la cuisine au salon, ça aurait été fou, quoi. Vraiment, on aurait envoyé des fax. Bref. Et puis, non, c'était vraiment une série que j'aurais fait, ouais, un peu pour les mauvaises raisons, et puis aussi pour la posture que ça m'aurait donné. Mais sur l'instant, en fait, c'est toujours ça, nos métiers. Et c'est ça qui est dur pour les comédiens de façon globale. Parce qu'il ne faut pas croire, les stars, il n'y en a pas beaucoup en France. Les gens privilégiés qui ont le luxe de dire j'attends, ça va arriver, le truc, le réalisateur, un tel va venir me voir. Il n'y en a pas tant que ça. Et à côté de ça, on est plein à être là, quoi. On est là, on travaille, on fait des choses. Mais les beaux projets, les projets en fait qui vous nourrissent pour de vrai de l'intérieur et qui vous font grandir ou en tout cas être bien dans votre peau, c'est pas tous les jours qu'il y en a. C'est pas tous les jours. Donc il faut osciller entre vivre, c'est-à-dire voilà, s'occuper de son foyer, de sa famille, s'occuper de soi-même, et des fois essayer d'aller dans des endroits qui sont pas forcément ceux avec le plus de lumière, mais qui vont vous apporter autre chose. Et c'est vrai que quand Laurence parle de l'année 2025, j'ai fait que ça en 2025. C'est que je sortais d'un spectacle justement avec ma femme. Le spectacle est super, je suis heureux, je sors du spectacle, j'ai pas fait de cinéma depuis un an et demi, et je veux pas en faire parce que je dis je suis sur scène, je vais me faire chier à faire les deux. C'est pas bien en fait. Il y a un moment donné, je suis sur scène, concentre-toi, fais ton spectacle bien, sois fort, et quand tu sors de ça, enchaîne sur un truc auquel tu crois pour de vrai et que tu as vraiment envie de faire. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc je ne sais pas si d'ailleurs il y a des comédiens ou autres, des gens qui aspirent à faire ce métier dans la salle, j'imagine que oui. Mais ça paraît con, mais il n'y a que votre instinct qui vaut le coup dans ce métier. Parce que vous pouvez avoir effectivement des opportunités du métier, je vous le souhaite aussi, ça peut arriver. Là maintenant, j'en ai beaucoup plus qu'à une période. Mais à la fin, c'est votre instinct. Et c'est ça qui vous tiendra debout. Parce que ce métier, il est magnifique quand on le vit bien. Si vous ne le vivez pas bien en tant qu'individu, c'est violent, mais vous serez... Comme je dis, moi, si je n'étais pas dans cet endroit familial et tout, je le dis clairement, j'aurais peut-être été une merde. Mais pas dans le sens... les gens ne l'auraient peut-être pas vu, mais moi, intérieurement, je n'étais pas heureux. Je n'aurais pas été quelqu'un de construit aujourd'hui. J'ai cette chance extraordinaire. Pourquoi je suis là face à vous? Pourquoi je me déplace à Cérimania? C'est parce que j'ai une famille. Et ça me fait plaisir d'être là, mais mon vrai plaisir, ça sera de reprendre le train et de retrouver ma famille, en fait, de promener mes chiens, d'amener ma fille à l'école, mes filles à l'école, d'être dans la vraie vie. Et parce que j'entretiens le fait d'être dans la vraie vie, je suis content de travailler en fait, mais je peux pas quitter ma famille en me disant que la lumière c'est ça et puis oui la famille c'est sympa ou non, j'ai une vraie base et c'est cette base-là qui me tient debout. Merci. Alors maintenant le sujet bac de philo, empathie. L'empathie est-elle la solution aux maux de notre époque, monsieur N'Djé? Oh là là. Vous avez 4 heures. Mais parce qu'on dit souvent, c'est facile, mais quand on parle d'humour, on parle de vannes, on parle de se moquer. De tout à l'heure, vous avez dit, ouais, le cynisme et tout, c'est plus mon truc. Ouais. Et on pourrait penser que l'empathie, la bienveillance, tout ça, c'est chiant. En fait, non. Bah non. Mais alors, en quoi c'est fort dramatiquement tout ça? En quoi ça fait un matériau dramatique de qualité?
Bah, j'ai l'impression que, enfin, c'est un peu en réponse, ou je sais pas si c'est un pansement à notre époque, mais notre époque, elle est dure, quoi. Une fois de plus, c'est que, en fait, je pense que c'est comme si on se rend même plus compte que c'est là. C'est comme si on banalise. C'est comme si, en fait, cette série, c'est comme si elle a mis en lumière un truc essentiel, en fait, qui était là, mais que limite on s'autorise pas tellement, qu'on cache, qu'on n'utilise pas, je sais pas, juste son voisin, quoi. Je veux dire, la bienveillance. Vous avez vu comment ça fait du bien d'être bienveillant avec quelqu'un dans une journée? On a limite envie de le raconter le soir au dîner. On a envie de le dire, mais vraiment des trucs vraiment banals, quoi. Ça passe peut-être du SDF à qui on a pour une fois, on s'est arrêté et on a dit attends, là parce que maintenant on est tous en PayPal, là, donc du coup on n'a plus de liquide, tu vois. Et voilà, si tu as tes 5 euros, tu lui donnes, tu es content en fait. Tu dis putain, ça va lui faire du bien. Tu vois, une dame dans le métro, tu l'as vue, tu as anticipé que madame prenait votre place, elle se retourne vers ma place, pardon. Enfin bref, vous m'avez compris. Elle se retourne vers vous, elle vous fait un petit sourire, même, je sais pas, d'être juste gentil, juste bienveillant en fait. C'est con, mais ça fait du bien. Moi, je suis toujours choqué Vraiment, en plus j'ai des enfants, mais après, on est des millions comme ça, mais on le voit à quel point en fait la méchanceté, des fois, elle impacte nos enfants. Et je ne peux pas m'autoriser à l'être dans la vie. Je ne l'accepte pas pour mes enfants. Je n'ai pas envie d'être j'ai envie d'inculquer. Moi, j'ai des enfants, mais c'est marrant parce que moi et ma femme, on est des gens très à fleur de peau. On est des gens d'apparence. Moi, j'ai une tête, elle est un peu taciturne. Il y a beaucoup de gens, ils disent est-ce qu'il est gentil, est-ce que c'est un connard, on ne sait pas. Non, mais c'est vrai, c'est pas très grave, ça me dérange pas en fait, parce que intérieurement, je sais qui je suis. Et mes enfants, quand je les vois, je me dis on est des bonnes personnes. Et pour de vrai, je le dis pas pour me faire l'auto-promo de mes enfants, mais je vois que mes enfants, ils sont gentils. Et j'ai réussi ça dans la vie. Excusez-moi, mais oui, j'ai réussi ça dans la vie, en fait, et ça me rend heureux. Voilà, c'est tout. Alors, empathie, il y a de la Excusez-moi, à la base, c'était empathie, j'ai été loin, moi. Ouais, mais l'idée est là. Hein. Ouais, pardon. Il y a de la comédie dans Empathie, mais c'est pas une comédie à proprement parler. Alors, au départ, vous aviez l'étiquette comique. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, c'est super de faire rire les gens, mais j'aimerais essayer autre chose? Bah, en fait, l'étiquette comique, c'est terrible, cette étiquette comique. Enfin, est-ce qu'il y a une étiquette autre que comique, d'ailleurs? Enfin, il y a un truc un peu péjoratif Tragédien. dans le comique. Ouais. Bah ouais, les acteurs shakespeariens. Oui, mais on dit ça peut-être de gens de théâtreux. Mais en fiction, on dit vous avez des références d'acteurs tragédiens? Ouais, en tout cas, il y a des acteurs qui n'ont jamais eu une réplique. Citez-moi un acteur tragédien. Ouais, si, bien sûr, ça va pouvoir se faire. Je sais pas, moi, Mads Mikkelsen, jusqu'il n'y a pas si longtemps, on le faisait pas faire des trucs très rigolos, quoi. Ou Viggo Mortensen, une grosse comédie avec Viggo Mortensen, tous les mecs en scène, techniquement. Ouais, c'est les gens du Nord, ça, les gens. Non, mais en fait, il y a un truc un peu péjoratif avec la comédie. C'est ça qui est un peu dommage de façon globale, c'est que comique, quoi, tu vois. C'est justement aux États-Unis, ils nous appellent, les gens qui font de la scène, the comedian. Ils disent comédien, donc c'est 700 fois plus noble. Et c'est vrai qu'ici, c'est comique, quoi, tu vois. Alors que, il y a quelque chose de ultra. Enfin, c'est culotté de monter sur scène et d'avoir cette prétention au final d'être drôle et de faire rire une audience, c'est quand même pas rien, quoi. Et parce que je fais du cinéma, et au cinéma, on dit couper. On dit couper, t'as raté, coupe. On reprend tout de suite, ou c'est pas grave, le montage, il va tac, et tu passes pour un... Tu vois, donc la scène, moi j'ai du respect pour tous ceux qui font de la scène, c'est quand même un saut en parachute dans l'inconnu total, quoi. Là. Et c'est toujours la même chose, c'est que la vérité du spectacle de la veille, c'est pas celle du lendemain. C'est-à-dire tu peux cartonner lundi, et mardi, tu fais un four sans nom. Et tu es seul avec tes démons et tout. Donc, c'est pas évident. Donc, en tout cas, tout ça pour revenir à ce que tu disais sur le côté comique, pas comique. En fait, pourquoi je te parlais, par exemple, de quand je travaillais avec ma femme, en fait, ça touche à la sincérité, en fait. Et la sincérité, elle peut être sous forme comique, comme elle peut être sous forme dramatique. C'est pas très grave, en fait. Moi, par exemple,
Vraiment, la pièce fondatrice des dernières années, c'est vraiment mon dernier spectacle, L'œil du tigre. L'œil du tigre, je fais ma dernière captation, enfin la captation donc, qui a été diffusée sur Canal+. Et il y a 3 générations de ma famille. Il y a mon père, moi, ma génération à moi, et les petits-enfants. Et quand je parle de mes enfants, je me mets à avoir des sanglots. Parce que c'est la vie. Excusez-moi. À chaque fois que je parle d'eux, ça me fatigue, mais bon, tout va bien. Mais non, mais du coup, en fait, c'était ça le truc. C'est que, en fait, à ce moment-là, dans la captation, j'ai des sanglots. Qu'est-ce que je fais, en fait, au montage? On coupe? Parce que c'est un spectacle comique ou on les garde? Mais c'est la vie, en fait. Donc on les garde, c'est pas grave. Tu vois, on est censé rigoler, bah à ce moment-là, bah, on rigole pas parce que c'est vrai ce qui se passe. Donc c'est ça le plus important. Et moi, en fait, là, j'en suis à un moment de ma vie, à un âge où j'ai pas besoin d'être justement dans... C'est ça qui est intéressant, dans le premier extrait que tu as montré, la posture un peu comique que j'avais, un peu exagérée, mais c'était une sorte de mise en confiance que j'avais. Bah, je suis à un endroit maintenant dans ma vie où je dis non, faut profiter. Tu vois, le plaisir, il est autant dans le drame que dans le rire. Il est dans le lâcher prise, en fait. Quand tu lâches prise, tu prends du plaisir. Que ce soit dans le rire, là, j'ai fait Police Flash 80. J'ai une tête, c'est n'importe quoi. Mais je fais même pas gaffe à ça, je m'en fiche. Et au même titre que voilà, là, je vais retourner la prochaine saison d'Empathie, bah, je serai plus dramatique. Mais l'important, c'est le plaisir, le lâcher prise pour de vrai. Est-ce que ça veut dire que quand vous écrivez, par exemple, Indomptable, dont on va regarder un extrait après, qui n'est pas une histoire hilarante, quand même, non, a priori, s'il y a un moment où naturellement il y a un truc qui sort qui est d'ordre comique, vous le réfrénez pas? Mais non, parce que la comédie fait partie de la vie. Enfin, moi, comme je dis souvent, malheureusement, on a tous plus ou moins assisté à des enterrements. Et il y a toujours un fou rire à des enterrements. Il y a toujours un moment où les nerfs, ils lâchent et ça passe par le rire. Et ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que tu n'es pas en enterrement en mode poker face, tu es là, tu pleures pendant 1 heure. À un moment donné, il va y avoir un moment tragicomique et tu dis non, c'est pas possible. Là, je vais mourir en fait. Là, pour de vrai, là, il se passe un truc, c'est trop drôle et tu veux pas rire, mais à la fin, tu tournes. C'est très difficile. Donc la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est nuancé. La vie, c'est pas tu passes ton temps à rire, c'est pas tu passes ton temps à pleurer. C'est que entre ces 2 endroits, il y a toujours des montagnes où tu ris, tu pleures, tout ça. Donc, ça fait partie de la vie. On va regarder l'extrait numéro 5. On saute le 4, on regarde le 5, s'il vous plaît. Bah voilà, bienvenue dans la famille Njijol. Ben non, mais c'est un peu là on touche à la culture, en tout cas camerounaise pour le coup, et puis aux nuances de la vie, quoi, parce que ce personnage, il est inspiré en partie d'un documentaire et de l'autre partie de ma propre vie et beaucoup de mon père. Et voilà, en fait, moi, mon père ne m'a pas fait rire jusqu'à un moment où j'ai décidé d'avoir du recul sur les choses. Mais petit, je ne comprends pas pourquoi il est aussi dur. Et en fait, il y a un âge où je le regardais, non pas que je me foutais de lui, parce que c'était impossible, mais il y a juste un moment de la vie où je l'ai trouvé drôle et limite touchant, en fait. J'ai trouvé drôle et touchant, mais il fallait un certain niveau de maturité aussi pour comprendre en fait qui il était et comprendre son histoire. C'est un peu ce que je raconte un peu dans ce film-là aussi. C'est de derrière la dureté de beaucoup de parents, il y a des histoires, il y a aussi le fait de ne pas avoir appris à aimer, quoi. On est beaucoup dans ce cas. On ne sait pas, on n'a pas les codes, on n'a pas le mode d'emploi, quoi. Et puis quand on est de milieu populaire, bah, on fait comme on peut. Déjà qu'on ramène à manger, on subvient aux besoins de sa famille. On ne va pas demander aux parents de faire des câlins tous les soirs. En tout cas, à cette époque, c'était compliqué. Nous, aujourd'hui, on les prend en otage, nos pauvres gosses, quoi. Ils ne sont même pas partis à l'école, qui a 27 bisous, et c'est bon, calme. Mais c'est parce qu'on sait d'où on vient. Mais eux, à l'époque, c'est ça qui est incroyable, en plus, avec l'histoire de... Parce que ce film-là, il a été fait au Cameroun, parce que je ne voulais pas le mettre... Je voulais pas le faire en France, parce que même si ça raconte ma vie, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, mais la famille que ça raconte, elle est aussi beaucoup au Cameroun, parce que si je l'avais fait en France, on aurait parlé d'une famille immigrée en fait. Et j'avais pas du tout envie de ça, parce que je voulais parler d'une famille. Et puis au Cameroun, tout allait très bien, et c'était parfait, comme en plus il est policier. Mais c'est vrai que nos parents, pour le coup, ici en France,
Et ça me paraît, plus j'avance en âge et plus je me rends compte, ils sont partis à des âges où, moi, prendre déjà juste le RER pour aller à Paris, c'était un truc de malade. Eux, ils ont quitté leur pays pour l'inconnu. Ils vont dans un pays où plus personne ne leur ressemble. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et il faut qu'ils fassent leur vie. Et qu'ils tiennent des familles. Et qu'ils tiennent leurs enfants. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. Parce que, une fois de plus, on ne se rend pas compte. Enfin, après, là, je fais des digressions, mais enfin, l'histoire de l'immigration, elle est pas. L'immigration française, elle n'est pas du fait d'un hasard. Je pense que tous, autant qu'on est, on connaît l'histoire de notre pays. Et je trouve que c'est incroyable. C'est des gens qui devraient tous avoir des médailles du mérite, quoi. Au moins du mérite, parce qu'ils ont tenu. Et puis, moi, si je suis là debout aujourd'hui, c'est grâce à mes parents, c'est grâce à mes grands-parents. Parce qu'on ne pense même pas, et on le cite, je le cite dans le film, mais on ne pense même pas aux grands-parents. Moi, mes enfants, pour qu'ils se barrent de mon foyer, qu'ils aillent dans un autre endroit, enfin, si ça arrive, j'ai le cœur déchiré, quoi. Je me dis, et nos parents ont fait ça. Et on oublie. Mais enfin, on oublie. On banalise des fois un peu, alors que ils ont fait des choses extraordinaires, comme beaucoup. C'est pas lié simplement à l'immigration, mais rien que le fait de quitter pour tenter, donner un espoir à ses enfants, aller dans d'autres, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Quand vous écrivez, vous pensez à votre histoire, mais au sens dramatique du terme, à ce que vous avez envie de raconter à vos personnages, etc. Ou vous pensez à tout ce sous-texte-là? À quel point on s'encombre, si j'ose dire, de tout ce qu'on veut dire, faire au message qu'on veut faire passer, etc. Aussi bien sur scène qu'au cinéma, d'ailleurs. Ben, je pense que c'est le sous-texte le plus important. Après, on peut le mettre dans n'importe quelle forme, parce que la preuve, là, c'est un polar, ce film-là. Et si j'étais plus dans la forme, j'aurais fait Starsky Hutch au Cameroun, quoi. Et c'est pas le cas, en fait. C'est que c'est tout ce dont je viens de vous parler qui me portait beaucoup plus que de raconter l'histoire d'un flic ou quoi. Ok, c'est ça qui me tient, enfin qui me tient dans mon écriture et dans mon approche de certains projets. Bien évidemment, c'est pas tous, parce que sinon ça serait, enfin. Je ne sais pas que ça serait compliqué, mais c'est vrai que je suis porté par ce sous-texte. On n'a pas parlé de mise en scène jusqu'ici. C'est quoi votre regard, surtout que vous êtes devant la caméra? Ouais. Comment est-ce que vous vous auto-dirigez, si j'ose dire? Est-ce qu'en fait c'est un comédien qui se filme ou est-ce qu'il y a vraiment un metteur en scène qui a un regard différent du comédien? Ah oui, en fait, moi, là, pour le coup, je parlais de cette expérience-là sur Indomptable. On a évidemment beaucoup travaillé avec le chef-op en amont pour garder une cohérence sur le film et de savoir ce que j'avais envie de filmer. Mais après, dû au fait que moi, donc, je suis devant la caméra, je travaille beaucoup avec ma script. Et le truc qu'il y a, c'est que je ne me regarde jamais, en fait. C'est-à-dire que je tourne et je ne vais jamais au combo quand je tourne, moi. C'est que intérieurement, je sais si ça va ou pas, et après, je regarde ma script. Si elle me fait, je refais. Mais si je l'ai vraiment senti bien, je le refais pas. Mais je me regarde jamais. C'est la règle, parce que si je me regarde, je m'aime pas assez pour pas vouloir recommencer. Il n'y a pas un endroit où je regarde, j'étais génial. Donc, je me fais confiance intérieurement. Après, en fait, j'ai beaucoup appris ça, même en travaillant avec ma femme, c'est que, en fait, on s'en fout des erreurs. On s'en fout des erreurs, parce que si tu regardes précisément le film, tu vas dire « Ah là, là, là ». Mais en fait, on s'en fout, parce que quand tu es à fond, que tu tiens les choses, qu'il y a une force, tu vois, j'ai même vu ça dernièrement dans le documentaire sur Scorsese, là, où il y a pêle-mêle de faux raccords des fois dans ces films. Mais personne ne parle de ça, parce qu'à un moment donné, c'est fort, ça tient bien, et qu'à un moment donné, quand tu es dans ton truc, que tu joues, parce que pour le coup, j'ai envie de dire, j'étais habité pendant ce film. J'étais habité par le personnage. Je fonce. Et vous participez au montage quand même? Ouais, oui, à fond. Donc là, vous vous revoyez. Ouais. Ça vous arrive jamais de faire « Ah merde, là j'aurais peut-être dû la refaire ». Vous faites avec ce que vous avez. Vous sentez profondément que c'est le bon bateau, c'est que derrière, vous n'avez plus qu'à monter le film. Non. Je ne suis pas dit ça. C'est assez drôle, parce que je me suis posé la question là, quand tu t'as cité ça, mais non.
Après, on est exigeant. J'aurais toujours voulu faire mieux à plein d'endroits. Mais en fait, ça a été, par exemple, ce film-là, il a été fait avec tellement peu de moyens, mais avec tellement de cœur, avec tellement de suppléments d'âme que les erreurs, je m'en fous en fait. Et je pense que c'est des fois la différence entre l'esthétisme, le style et justement la réalisation. C'est pourquoi on a beaucoup plus parlé de moi en réalisation sur ce film. C'est parce qu'en fait, on a vu que j'avais touché un endroit auquel j'avais pas eu accès avant, que j'avais pas touché. Là, je ne me gargarise pas, mais c'est vrai que là, dans une semaine, je retourne à un autre festival, je vais prendre un prix pour le polar de l'année à Reims Polar international. J'ai pas envie de me la raconter, mais sincèrement, je suis pas peu fier parce que non mais surtout dans le sens en fait où tout ça n'était pas calculé. Moi, j'adore le polar et d'être récompensé à cette cérémonie. Enfin, ça me touche énormément. Mais c'est vrai que c'est la psychologie qui m'a intéressé et pas la forme. Voilà, j'étais plus dans l'intérieur de mon personnage et des autres personnages que de me dire ça j'aurais dû. Non. C'est une énergie un peu brute que certains ont su voir et j'en suis très heureux. En parlant de polar, on va finir notre partie de la discussion, parce qu'après c'est le public qui aura le micro, avec la bande-annonce de votre prochain film. Alors, un autre genre de polar. Ah oui, actuellement en salle, tu veux dire. Oui, voilà. D'accord. Ah ouais, là, c'est un autre genre. Là. C'est 2 salles, 2 ambiances, ouais. Ah là là, bah, c'est le plaisir de... Bon, on se prend pas au sérieux dans ce métier, vous voyez. On parle avec passion de plein de choses, et puis à un moment donné, on se retrouve avec une perruque et François Damiens qui met des coups de poing à des gens qui tombent de tours de 20 mètres. Enfin... Non, mais c'est un plaisir en fait. C'est ça qui est cool. C'est vous savez, j'ai tellement et je continue à combattre les cases, les assignations, les endroits où on veut nous mettre sans même savoir qui on est. Et je parle vraiment là, globalement. Je parle pas moi, Thomas, comédien d'origine africaine ou quoi. Je parle de tout le monde, femmes, hommes, ce que vous voulez. Et souvent, les sociétés sont comme ça. On veut nous mettre à un endroit et on ne sait pas qui on est, et on ne sait pas ce qu'on veut, tout ça. Et ça fait partie aussi de ce métier, malheureusement. Et je le combats à ma façon, artistiquement. Et justement, avec un film comme ça qui arrive à ce moment-là, c'est tellement plaisant parce que justement, on me voit beaucoup plus dans le drame maintenant. Je reçois des choses peut-être plus dramatique des fois, et ça me plaît, mais c'est simplement que comme je vous le disais avant, c'est de faire les choses un peu à l'instinct. J'ai pas envie de calculer en fait. J'ai adoré faire ce film et j'adorerais sûrement faire d'autres choses dans le futur, et quel que soit le genre, et c'est toujours le même leitmotiv, c'est l'instinct et de se faire plaisir. Et voilà, à la base, comme tu as dit tout à l'heure, l'étiquette comique, elle me fait rire parce que aussi je l'assume, c'est moi. C'est moi, on n'essaye pas un moment d'être plus sérieux, d'être... Voilà, j'ai beau avoir les jambes en tailleur, je reste un mec simple. Alors, on va faire tourner les micros. Si vous avez des questions, levez les mains. Et il y a normalement 2 personnes, d'habitude, qui ont des micros de chaque côté. Je vous en prie, mesdames, choisissez. Il y a des mains qui se lèvent, allez-y. Suivez votre instinct, vous aussi. Ah, par exemple. Bonjour, merci beaucoup pour cette masterclass, c'était hyper intéressant. Merci à vous. Et j'ai une question, est-ce que vous pratiquez d'autres disciplines artistiques que votre métier d'auteur et de comédien qui vous nourrissent autant ? Bonne question. Écoute, non, pas trop, mais là, je suis... Les gens vont commencer à croire que j'ai un manoir. Je suis en train de faire un petit studio chez moi, en fait. Un studio parce que j'ai envie de faire de la production. Pour production musicale. Musicale parce que j'aime beaucoup la musique, parce que j'ai des vinyles à la maison, que mon père avait une grande collection qui est en train de moisir et que je vais récupérer, et parce que j'ai envie de faire de la production pour accompagner mes futurs projets de temps en temps. Mais j'aime beaucoup. En fait, le truc, c'est que je bois pas, je fume pas. Je suis assez tranquille, en fait, dans mon domicile. Je suis pas... Voilà. Comme je ne suis pas un gros lecteur non plus, mais j'écoute beaucoup de musique, j'ai envie de bidouiller en fait. Donc je suis en train de penser à faire ça de façon
personnel et pour mon plaisir. Et peut-être si ça peut m'accompagner professionnellement, ça sera chouette, mais tranquillement. Voilà. Merci à vous. Monsieur ? Bonjour. Bonjour. Je suis là. Là. Pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour Thomas. Michel Courcy, l'Afroclap. C'est un festival international de cinéma panafricain qui est à Lille, que j'ai créé cette année. Ok. Juste une chose, merci déjà pour tout ce que vous faites, en fait. Merci. Parce que je me rappelle d'une époque où, quand on avait un noir au cinéma, à la télé, c'était Madame est servie. Ouais. Et grâce à vous, des gens Madame, comme ça. Il n'y en avait pas dans Madame est servie. Ou non, mais c'était le serviteur ou la personne. Ah, d'accord, qui faisait ok, ce genre pardon, de truc. excusez-moi. Voilà. Et donc, vous avez permis de pouvoir avoir des médecins, d'autres personnes qui ont des professions normales. Ma question, c'est la suivante. On vous a vu dans Le Crocodile du Bosonga, également dans Black Snake. Quel est votre rapport à l'Afrique et est-ce qu'un jour vous aurez envie de valoriser un grand personnage et de développer un film comme cela? J'ai vu que de l'autre côté du côté des États-Unis, ils pensent à faire des films comme l'empereur. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mon rapport à l'Afrique, il est présent, il est là, comme vous pouvez le voir à travers différents travaux. Donc, et c'est vrai qu'en plus, j'ai cette chance maintenant d'être sur 3 continents quand même. Donc, avec empathie, je suis en Amérique du Nord, je suis en France et je suis en Afrique à travers mes travaux. Donc, j'ai quand même une chance incroyable. Et oui, par rapport aux grands personnages, je ne peux pas trop parler là en ce moment, mais je pense que vous allez être content dans pas longtemps. Voilà. Je vous en prie. Là au centre, voilà, allez-y. Oui. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'avais une petite question. C'est parce qu'en fait, je suis justement comédien et je voulais savoir si je pouvais vous donner mon CV artistique. Il y a ça, toutes les masterclass. Ton CV artistique, tu me... Oui. Bah oui, pourquoi pas. En fait, non mais... Le truc, c'est vrai que c'est assez... mais je suis toujours touché parce que je reçois des fois des témoignages, des sollicitations. C'est pas facile parce que je me dis, putain, les gens, ils ont envie et puis chacun fait comme il peut et tout. Et moi, je me suis toujours refusé à être un espèce de mécène, à dire oui, je vais regarder ça de près parce que moi-même, je me considère un peu comme un ouvrier, quoi. Je suis encore au charbon, moi je travaille, tu vois. Mais après, la vie, c'est des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il peut se passer un truc, en fait. Et des fois, ouais, je peux comprendre quand quelqu'un vient vers moi et me propose, voilà, on ne sait jamais, peut-être que... Mais il ne faut pas avoir d'attente, c'est ça le truc. C'est qu'il ne faut pas avoir d'attente. C'est-à-dire que s'il se passe un truc, tant mieux, c'est génial. Mais ton histoire, c'est pas à travers moi qu'elle va se faire, c'est toi qui vas la construire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, s'il se passe quelque chose, il se passera, on ne sait jamais. Ça coûte absolument rien. Mais ton histoire, c'est... Moi, je viens d'un endroit, je viens d'une école où c'est marche ou crève, quoi, tu vois. Et je dis ça vraiment noblement. C'est pas marche ou crève, chacun pour sa gueule, c'est pas ça. C'est que lève-toi et fais quelque chose, en fait. Tu vois, moi, mon père, il m'a pas... Quand j'ai commencé à faire ce métier, j'ai arrêté mes études. Et quand j'ai arrêté mes études, c'était vraiment tendu à la maison. Vraiment. J'allais travailler dans la bibliothèque municipale pour écrire mes premiers sketchs. Tu vois, j'étais pas en train d'écrire dans ma chambre, genre, je crois que c'est drôle. Là, non. Là, mon père, il ouvrait la porte, c'était très tendu. Donc, à un moment donné, je me suis pris en charge, je me suis donné les moyens de... Je savais pas où j'allais. Je ne savais pas qu'il y allait avoir des gens de Canal+, qui allaient venir dans mes salles, et après, il y a Jamel qui passe. Non. Donc, en fait, c'est toi-même qui dois te donner les moyens d'eux. Parce que c'est ça, en fait, ta vraie nourriture. C'est ça qui te rendra fort. Tu ne peux pas être dépendant de qui que ce soit dans la vie. Tu ne peux pas être dépendant. C'est toi qui dois écrire ton histoire. Donc, tout ça pour dire que tu peux me le laisser. Bien sûr que je le prendrai. Après, le plus dur commence pour toi maintenant, dans ta vie à toi. Bonjour. Salut. Petite question, bon, c'est un peu personnel, je la joue un peu perso, désolé. En fait, en tant que comédien, ce que tu as dit tout à l'heure, ça me touchait énormément parce que j'étais dans le même cas.
Je fais de l'animation, j'ai fait du stand-up dans notre MJC, etc. Et sur le fait d'être dans des cases, là je suis exactement dans ce truc-là et je pense que ça peut servir à d'autres comédiens. Comment on peut se permettre de refuser des choses pour pas qu'on soit mis dans les cases où on veut pas être, alors que c'est que le début pour nous et que en fait si on refuse, peut-être qu'on n'a rien d'autre derrière. Comment on peut justement faire ce choix-là au moment où on n'a pas forcément beaucoup de choix? Alors, il y a 2 méthodes. Si tu as le luxe de pouvoir dire non, fais-le. Moi, par exemple, quand vous parlez à l'instant que j'écrivais mes sketchs, tout ça, j'ai toujours été indépendant financièrement. Depuis que j'ai commencé, je vous ai dit que j'étais éducateur, j'étais animateur, je travaillais l'été à la SNCF, j'accrochais des trains, donc j'avais de l'argent en fait. J'étais pas une charge pour mes parents, c'était juste une charge psychologique à dire il est complètement con, lui, il va être comique, il a jamais fait rire personne à la maison. C'était juste ça la charge pour laquelle j'étais pour mes parents, mais j'étais pas une charge économique. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si déjà financièrement tu as une indépendance, tu vas pas voir les choses de la même façon. Tu vois, tu vas peut-être pas accepter des choses où tu dis non mais j'ai à manger, peut-être que j'ai pas besoin de passer par ce chemin. Maintenant, si tu dois manger et que tu dois faire des choses, fais-les en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à foutre? Les gens ils vont dire oui, t'es cliché. Non, mon gars, moi j'ai un enfant où j'ai à manger, j'ai un loyer. Il y a pas de sous-métier, comme on dit, tu vois, il n'y a pas de sous-métier. Maintenant, il y a plusieurs façons de travailler. C'est-à-dire que des fois, tu peux introduire le système. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les gens qui ont fait les plus basses, tu vois, les métiers les plus dégradants, si entre guillemets ou quoi, et qui ont fini PDG d'une boîte parce qu'ils connaissent toute la boîte. Ils ont passé la serpillière dans tous les bureaux, ils sont au courant de tout. Donc au début, ils sont rentrés peut-être balayeurs, mais à la fin, il a dit je connais tout, en fait, je sais tout, je connais tout, je maîtrise. Et il monte. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est plus au truc, oui, il y a des rôles clichés, mais tu t'en fous, en fait. Si tu dois le faire et tu sens que en fait, c'est une étape, si c'est pas une finalité, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, en fait. C'est une époque où en fait, il y avait que ça, où c'était violent, en fait, parce que tu étais réduit à ça. Mais aujourd'hui, c'est pas grave. Si tu sens, en fait, que tu en veux plus, que ton histoire elle va pas s'arrêter à ça, fais-le. C'est pas un problème en fait. C'est que les imbéciles ou les faibles qui vont être là de regarder en disant non. Moi par exemple, j'ai refusé un grand film français qui a eu énormément de box-office, voilà. Et je l'ai refusé parce que c'était pas moi. C'était pas moi. Et c'est un ami qui a pris le rôle et j'étais content pour lui parce que lui, il n'en était pas au même endroit que moi. Moi, j'avais déjà fait un spectacle, j'avais fait Casse Départ. Je dis, je ne vais pas faire ça. C'est comme si je dérègle en fait je sais pas, ma ligne. Ça n'a pas de sens en fait. Tu vois? Et si j'écoutais mon agent, elle était là. Mais regarde, ça fait des millions. T'es débile. J'ai dit, c'est toi qui es débile. Et je l'ai quitté d'ailleurs depuis. Non, mais je lui en veux pas parce qu'on s'aimait beaucoup au-delà de ça. Mais en fait, c'est toujours important en fait à un moment donné d'être aligné. Donc c'est pas un problème. Il faut pas trop se dire ah c'est cliché, c'est pas cliché. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ça peut t'apporter de la rigueur aussi de travailler. Ça peut t'apporter de la rigueur. Ça peut t'apporter de montrer que t'es pas sauvage. Moi j'ai souffert beaucoup de ça, du fait que je refuse. Les gens ils disent mais pourquoi il veut pas? Parce que les gens, moi j'étais un peu sauvage. Je le suis toujours d'ailleurs, mais je suis beaucoup plus sage parce que aujourd'hui, j'ai 47 piges, je suis père de famille, je suis tranquille en fait. Mais à l'époque, quand tu rentres dans ce métier, quand j'avais l'âge là où on me voyait, mais la moitié des mecs, des fois, ils avaient peur, ils comprenaient rien, ils savent pas qui je suis. Moi, je connais pas ce monde, donc je suis en résistance, je suis un peu tendu. Donc on se regarde en chien de faïence, tiens, j'ai un scénario pour toi. Comme l'a dit monsieur, c'est limite, je suis un espèce de portier au service d'une espèce de famille ou je sais pas quoi. Je dis non. Vous n'avez pas compris, moi je suis pas ce genre de mec, j'ai pas envie de faire ça en fait. Donc tu refuses une fois, tu refuses deux fois, on dit non mais c'est bon, lui il a pas envie en fait. Donc c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc qui me sauve, comme je te dis, je fais de la scène. La scène, je gagne ma vie, je m'en fous en fait. J'ai pas besoin de courir après un rôle. J'ai pas besoin de courir après un rôle. Mais maintenant, si tu as besoin de passer par une étape intermédiaire, et enlève-toi ça de la tête, il n'y a rien de dégradant en fait. C'est un métier, c'est pas toi en fait. Si ça peut t'apporter d'une certaine façon sur la longueur, c'est toi qui seras gagnant. Et tu auras en plus cette expérience d'avoir été dans ce truc-là et tu seras même plus fort. Tu seras même plus fort. Donc il faut pas... L'époque, elle change. Nous, on fait en sorte qu'il y a des gens avant moi. On n'a rien inventé, mais nous aussi, on fait en sorte que... Nous, on a été aussi des tirailleurs, des gens de ma génération, à se prendre des balles un peu perdues. Mais aujourd'hui, regarde-moi, je suis en masterclass, je suis là, tout va bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné,
faites-vous confiance et ne vous mettez pas trop d'œillères, voyez pas le mal partout. Et si tu as des opportunités, fais-les. Mais simplement, aie un but, en fait. Tu vois plus loin que l'instant où tu fais ce rôle-là, où certains peuvent croire que c'est dégradant. Je peux y aller. Moi, je suis là. Merci beaucoup pour ce que tu as dit aujourd'hui. Je suis une très, 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 très grande fan, donc je te suis depuis le début. Enfin, depuis le début, je sais pas, mais voilà. Tu as l'air jeune quand même. Ouais, de fou. En vrai, non. Parce qu'au début de la masterclass, Laurence... ouais, voilà. Non, mais Laurence a dit un truc marrant. Au début, elle a dit il a commencé en l'an 2000. Elle a dit... J'étais derrière, je me suis décomposé. C'était vieux. En l'an, quand elle a dit en l'an, c'est vraiment que t'es vieux. J'ai dit, je suis l'ancêtre, quoi. Donc, bon, bref, excuse-moi. Non, mais en vrai, quand j'étais au collège et tout, je regardais de ouf ce que tu faisais au Jamel Comedy Club et tout. Enfin, moi, ça m'a grave... Mais t'es né après les années 2000, n'est-ce pas? Oui, non, avant. Avant? Ouais, ça avant. va, ça va. Ouais, ça va, en vrai. Ouais. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport au stand-up et je voulais savoir comment tu as ramené le stand-up dans tes films, en fait, surtout dans j'adore Black Snake, c'est un bête de film et tout, bravo. Allez tous le regarder, il est sur Netflix d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Et je voulais savoir un peu comment tu ramènes cet humour qu'il y a dans ton stand-up, mais dans les films ou dans ce que tu fais, dans les séries aussi, enfin voilà. Je ne saurais pas trop... je saurais... Le côté, c'est... comme j'ai dit un peu tout à l'heure, je radote, mais... En fait, je crois que je m'aime beaucoup, mais je m'aime pas assez pour me préserver. C'est-à-dire que j'ai pas honte du ridicule, en fait. J'ai pas... j'aime le lâcher prise, le laisser aller. J'aime la bêtise, j'aime la méchanceté. Enfin, j'aime la méchanceté, je l'entends. Vous m'avez compris, non, mais les personnages un peu bêtes et méchants, quoi. Donc, en fait, il y a un truc... le truc qui est assez drôle, c'est que je crois, en tout cas je fais tout pour l'entretenir, parce qu'en vieillissant, en grandissant, j'étais passionné, je le suis toujours, par les regards des adultes. Parce que je remarquais que les adultes, ils avaient des regards avec le temps de plus en plus tristes. Tu vois, je me disais, putain, pourquoi? J'espère que quand je veux grandir, j'aurai pas le regard comme ça. Et finalement, j'ai le regard un peu plus dur, un peu plus triste. Et en fait, en commençant ce métier, je me suis toujours dit, essaye de garder le truc un peu enfantin, tu sais, la connerie, quoi. Vous savez, quand on était au collège, vous voyez ou pas, quand tu rentres au collège, tu te dis, quelle connerie on va faire aujourd'hui, tu vois? Tu te dis, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on se fasse virer d'un cours en rigolant, en regardant tes potes. Je me suis fait virer, ouais, je sais, mais il fallait rigoler, quoi, tu vois? Et je te jure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ça. J'ai toujours ça, et maintenant, je l'ai en partie grâce à mes enfants. Parce que je vois, en fait, à la maison, il y a une ambiance, je ne veux pas vous vendre la famille de bonheur, c'est pas ça, mais il y a une ambiance de déconne, en fait, constamment. Et ma dernière fille, c'est le marsupilami, quoi. Je sais pas, elle fait des grimaces, tout. Affectivement, elle est débile. Je l'adore, mais elle est débile, elle me fatigue, elle est waouh, vraiment, elle fait n'importe quoi. Mais je la remercie d'être comme ça parce qu'en fait, à travers ça, c'est comme si elle me donne un coup de jus et moi, ça me garde toujours dans ce truc-là parce que vraiment, c'est incroyable. Comme je vous dis, j'ai 47 ans, j'arrive pas à y croire. Mais des fois, j'ai honte. Tout à l'heure, je vous jure, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Et je sais pas, je vous l'avoue, je crois que j'ai dansé 15 minutes en disant n'importe quoi. Mais il n'y avait pas de musique. J'étais tout seul dans ma chambre et j'ai commencé à dire n'importe quoi. Et en fait, c'est ça, en fait, le feu. C'est que je ne me prends pas au sérieux. C'est toujours délicat dans le sens où, ouais, extérieurement, dans la vie, en représentation, on est ce qu'on est. Mais il y a un moment donné où, moi, cette partie un peu lâcher prise, un peu débile, elle infuse dans mon métier. Et c'est pour ça qu'en comédie, j'ai toujours un peu ce truc-là où je me dis, oui, tu vois, même là, dans la bande-annonce qu'on a vue, parce que j'ai écrit une partie, je suis à l'initiative de ce film-là, François Damien, son personnage, je l'avais dans la tête, il me faisait rire parce que c'est des mecs que j'ai connus, en fait. Et c'était un plaisir d'écrire, en plus, pas pour moi, pour le coup. J'ai écrit un autre mec, mais il est débile comme j'aime. Voilà, donc on entretient ce truc-là.
Et c'est terminé. Me dit, oui, il est l'heure, pile poil. Merci. Alors, j'ai une autre question, c'est la dernière. Une dernière, allez, une toute dernière. C'est le gars aux cheveux roses là-haut qui fait un grand signe. Je vois qu'il y a quelqu'un avec un micro, et là, et on va prendre monsieur. Ça sera les dernières questions. Allez, vas-y. Du coup, bonjour. Ma première question, c'est est-ce que je peux être ta première partie? Ma première partie? Ouais. Bah, avec plaisir, mais j'ai pas annoncé de spectacle, donc moi je veux bien, mais j'ai pas de spectacle en ce moment. Quand je dis que je monte sur scène, moi c'est c'est dans des salles de 150 places, je fais même pas de promo, quoi. Tu vois, je fais une annonce sur Instagram, un vocal en disant je suis à tel endroit, et puis c'est rapide, quoi. Donc, écoute, si d'aventure t'es à Paris, c'est assez. Au Théâtre Les Étoiles, à Château d'Eau. Je vais me déplacer exprès, je pense. Voilà, j'annonce jamais les dates, donc reste à l'affût si tu vois. Sinon... Le but, c'est pas que tu finisses SDF. Non, du coup, deuxième question. En fait, du coup, je suis bientôt... on est déjà au-delà et il y a quelqu'un d'autre qui attend pour en poser une. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, je lui accorde. Vite. Ok, ça marche. Donc ça fait bientôt 2 ans que je fais du stand-up. J'ai un sujet sur lequel qui me tient beaucoup à cœur, mais sauf que j'ai l'impression de stagner sur ce sujet. Je ne sais pas comment je pourrais écrire dessus. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil ou... te prends pas la tête, en fait. Non, mais à un moment donné, ça doit être du plaisir, en fait. Si tu écris dans la douleur, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est qu'à un moment donné, prends-toi ton bide et tu vas comprendre. Monte sur scène, non mais c'est important, tu fais du stand-up, tu vas pas faire rire tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, comme je te l'ai dit, moi je monte, je descends, prends-toi ton bide. Le bide, c'est la meilleure école, parce que le bide, il te sert à voir clair. Tu vas souffrir le soir, tu vas rentrer, tu vas avoir mal, mais le matin, tu vas avoir les idées claires. Donc prends-toi ton bide avec l'idée que tu as en tête, ou peut-être que tu vas cartonner tout de suite. Mais en fait, tu te prends la tête devant un cahier, c'est ça? Clairement, c'est juste que le sujet, c'est... oui, mais monte sur scène, mon gars. C'est sur scène que ça se passe. Ok, ce soir, on verra. Pardon? Ce soir, on verra. Ah bah tu me le diras, Inch'Allah, tu me le diras. La dernière question, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir Thomas, je suis ravie de pouvoir clôturer cette conférence, cette masterclass, parce que ce n'était pas une question, mais simplement un merci. Tu parlais au début d'immigration, et ça fait peut-être écho à chacun d'entre nous. Personnellement, ça fait écho à l'histoire de ma famille. Merci, puisque probablement la place que tu as aujourd'hui, ça donne du sens aux risques qu'ils ont pris. Alors merci également aussi d'utiliser ta voix pour donner des conseils aux jeunes. C'est ce que tu as fait aux comédiens qui étaient par ici et à la jeune fille qui était là-bas. Donc je suis ravie d'avoir le micro pour terminer, puisque merci pour les mots que tu as utilisés. Merci pour les digressions, puisque tu t'excusais de les faire, mais c'est dans ces moments-là qu'on retient les messages. Alors merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.